Bienvenue dans cette nouvelle table ronde Future of Finance 100% digital. Et puis n'hésitez pas, il y a un hashtag chat que vous avez sur l'application pour réagir sur nos débats. On va parler ici de risque et de résilience. C'est la nouvelle donne. Alors post-Covid, on va dire plutôt la nouvelle donne post-première vague du Covid. Parce que vous l'avez compris, en ce moment, on se pose beaucoup de questions autour de ce contexte. Et puis, bien entendu, inutile de faire un long discours. L'économie se grippe. On est dans un climat complexe d'incertitude. Il faut pourtant avancer, continuer, faire progresser son activité. Cela passe par une vigilance renforcée, on l'a dit, sur les risques, sur la quête d'opportunités. Mais déjà, on va essayer avec nos experts de tirer les premières leçons alors, de cette première vague Covid-19. Comment repenser son périmètre d'activité, revoir ses partenariats historiques et futurs, quelles doivent être les lignes de défense et bien entendu, comment tirer parti de la digitalisation. On est au cœur de ce Future of Finance dont nous parlons aujourd'hui. Nous aurons des témoignages qui expliqueront comment ils mesurent le succès de leurs initiatives de gestion de risque. On parlera aussi du rôle de l'intelligence artificielle. Mais oui, elle est bien là, ce sera dans notre futur. On en parle avec tous nos experts. Je vous les présente tout de suite en démarrant par Françoise Aberne. Bonjour. Bonjour. Françoise, vous êtes Treasury and Financial Control Director chez Moët & Cie. À vos côtés, Ronan Kéroudan. Bonjour Ronan. Bonjour. Vice-président Global Value Solution Consulting chez Coupa. Coupa qui est un éditeur de logiciels spécialisé dans la gestion des achats. Et on reparlera évidemment avec vous de ces sujets-là. À ma droite, Pascal Gadea, qui est directeur commercial France et Belgique de Galvanize. Bonjour. Bonjour. Pascal, merci d'être avec nous. Vous êtes éditeur de logiciels spécialisés dans la gouvernance, la gestion des risques et la conformité. Ça tombe bien, on va en parler. Et puis Grégory Abisror, partner Risk Advisory Technology and Analytics chez Deloitte. Bonjour. Bonjour. Grégory. Et puis à distance, nous avons Eric Gouy. Bonjour Eric. Merci. Bonjour. Merci d'être avec nous, CFO et Legal Affairs chez Pierre Fabre. Et on écoutera bien entendu votre témoignage autour de ces risques et résilience. Je vais démarrer avec vous, Grégory. Difficile, donc je le disais, d'avoir une vision de l'activité, une vision saine de l'activité aujourd'hui de son entreprise en termes de risque, de résilience. Ça bouge tous les jours. On attend toujours des nouvelles décisions. Voilà. Et pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, vous, les premières réflexions lorsque vous rencontrez des clients aujourd'hui, quelles sont aujourd'hui ce que vous leur dites? Comment vous les accompagnez aujourd'hui en termes de risque et résilience? Merci Frédéric. Donc sur ce qu'on voit actuellement, effectivement, l'économie globalement grippée avec des niveaux différents en fonction des secteurs d'activité. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit de manière commune en fait, à l'ensemble des entreprises sont des enjeux internes et des enjeux externes. Sur les enjeux internes, bien évidemment, un premier axe clé pour tout le monde, c'est la recherche de cash, de trésorerie. Donc en pilotage très fin sur de la réduction de dépenses, bien sûr également sur le suivi des engagements crédits et ainsi de suite. Donc un pilotage vraiment accru, un focus sur ce premier sujet. Deuxième sujet, pour certaines industries, une disruption forte de la supply chain, je reviendrai dessus dans un deuxième temps sur la partie externe également, qui implique aussi un pilotage parfois un peu dégradé de la façon de travailler, des nouveaux acteurs, des nouveaux schémas de fourniture de pièces, de main-d'œuvre ou autres. Et donc tout ça va inclure un lot de nouveaux risques également. Un troisième volet qui est vraiment sur la partie conquête. Donc on voit qu'on recherche des nouveaux contrats, des nouvelles façons de travailler. Et à ce niveau-là également, un certain nombre de risques, puisqu'on va accepter parfois des conditions commerciales dégradées, d'être payé plus tard et ainsi de suite. Tout cela induit aussi en avant-dernier axe, une pression sur les contrôles qui sont réalisés dans l'entreprise. Parce que pour avoir cette flexibilité additionnelle, on est finalement de plus en plus contraint à déroger à certaines pratiques de contrôle, à laisser un peu plus de latitude aux commerciaux. Donc tout ça génère de nouveaux risques. Et ces nouveaux risques, ils sont aussi autant de portes d'entrée pour des fraudes qui peuvent venir de l'externe, avec des fraudes au président, des choses assez classiques, mais des fraudes de l'interne liées notamment à la pression sociale, perte d'emploi d'un conjoint, et ainsi de suite. Et donc tout ça crée énormément de nouveaux enjeux à traiter dans l'entreprise. Niveau externe, très rapidement, pareil, disruption de supply dit je travaille avec des nouveaux fournisseurs, des nouveaux partenaires, sur de nouveaux modes, et j'ai moins le temps de piloter qu'avant, des indicateurs de qualité, des indicateurs de livraison, des indicateurs de gestion de mes risques, et à partir de là, j'ouvre en fait vers de nouveaux risques qui peuvent aller jusqu'à des problèmes de conformité, de réputation. Par exemple, il y a du travail d'enfant de certains fournisseurs. Et donc voilà, donc un écosystème, j'allais dire, qui, de par son besoin de fluidité dans un environnement grippé,
a induit de nouveaux risques. Et donc, on doit remettre du focus pour comprendre ce qui se passe actuellement. C'est pas parce que c'est la crise qu'on a fait n'importe quoi. Qu'il faut faire n'importe quoi pour survivre et tout ça. Alors, on va en parler justement. Je vais démarrer avec vous, Françoise Zabern, donc de chez Moët Hennessy. Vous gérez 10 milliards d'euros ou de dollars d'ailleurs? D'euros de flux sur plus de 130 pays. Et pour vous, il faut une gestion hyper réactive. Vous allez justement nous dire qu'aujourd'hui, vous travaillez vraiment cas par cas, pays par pays. J'ai dit, vous êtes présent dans 130 pays, donc évidemment, on ne peut pas plus gérer ça au niveau mondial, parce que même cette pandémie, elle n'avance pas à la même vitesse selon les pays. Voilà, quelles sont les premières réflexions que vous avez tirées de cette... Alors, nous, on a commencé assez vite dès janvier avec la Chine, c'est notre deuxième pays et on a dû gérer extrêmement vite puisque c'était le nouvel an chinois et c'est la plus grosse partie de leur activité. Donc là, on a eu un risque client qui a été important de ne pas être payé du tout, puisque le client n'était pas payé lui-même, donc il n'allait pas nous payer. Et on avait déjà travaillé avec eux il y a quelques années sur ce risque-là, sur le risque de non-paiement par non-distribution de nos bouteilles. Et on a toujours travaillé avec des partenaires. Alors, on connaît très bien nos clients, donc c'est aussi l'avantage. Nos clients, on considère que ce sont des ambassadeurs de nos marques, et on les accompagne jusqu'au bout. Donc là, on a renforcé encore plus cette approche du client. On l'a fait avec les commerciaux, on l'a fait aussi avec notre assureur qui est la COFAS, qui nous accompagne sur 130 pays. Et on l'a fait vraiment avec lui. Donc on a commencé par la Chine, on a récupéré quand même l'argent au bout de 2 mois, ce qui était quand même pas mal, alors qu'ils n'avaient pas vendu de bouteilles. Et après on a vu arriver ce tsunami du Covid au fur et à mesure sur les 130 pays. Et on a géré à chaque fois au cas par cas, pays par pays. Et là, on a vu la vraie différence culturelle entre les pays. C'était assez flagrant. On le voyait peut-être, on est international, on le voyait peut-être pas. On avait tendance à faire tout le monde pareil, les paiements pareils. Et nos clients nous payaient, on faisait pas vraiment attention. Et à partir du Covid-19, on s'est aperçu qu'il fallait gérer ça pays par pays, parce qu'en plus, le Covid n'atteint pas tous les pays de la même façon. Ça peut être une fermeture complète comme en Inde. Et là, il fallait gérer. On n'arrivait même pas à toucher l'argent de nos clients qui payaient par chèque. On a découvert que nos clients nous payaient par chèque et qu'ils ne pouvaient pas aller dans l'entreprise. Donc, depuis, on a mis en place des moyens de paiement digitaux avec nos clients. Donc, on parlait de futur, etc. Donc, à chaque pays, on a du coup réagi de manière différente. Et on a travaillé beaucoup plus main dans la main. C'était pratiquement... 3 ou 4 personnes qui travaillaient ensemble, c'est-à-dire le commercial qui connaît très bien son client, nous qui connaissions aussi le client, le credit manager qui connaissait bien son client. On a travaillé avec les présidents qui sont dans le business. Nous, nos clients, on les connaît depuis 25 ans. Et ce qu'on veut là, c'est une certaine confiance qui s'est déjà établie. C'est une confiance qui est depuis longtemps. On ne veut pas faire des coups, donc on veut travailler. On a un nombre de bouteilles limité. On veut choisir nos clients. On veut être quand même représenté à l'international. Donc on choisit nos clients. On ne vend pas à n'importe qui. Nous, on a un rôle au niveau de la finance. On peut décider de ne pas vendre à un client si on estime que ce client ne nous paiera pas ou il n'a pas une image qui est suffisamment bonne. Et donc, on a travaillé donc avec les présidents ou les commerciaux qui connaissaient bien ces clients-là, ces pays-là. Et on a toujours fait en sorte qu'on les accompagne dans les paiements, puisqu'on savait qu'il y avait des difficultés. Parce que notre but, c'est de leur vendre après et de sortir de ce Covid-19. Alors, effectivement, les aéroports, c'est compliqué. Le duty-free, c'est compliqué parce qu'ils ont moins 90% de vente, mais on les a accompagnés, on s'est assis à une table avec eux, on a discuté et à chaque fois on a trouvé des solutions pour faire des plans de financement, de paiement, où on récupérait des bouteilles qu'ils auraient du mal à vendre, etc., qu'on peut vendre nous ailleurs. On est dans des produits qui peuvent se revendre après ailleurs, qui ont une durée de vie quand même longue. Et donc, à chaque fois, c'était pas de la haute couture, mais c'était vraiment du cas par cas, client par client. Donc, ça a demandé beaucoup d'énergie. Et vous dites que, alors quand on retrouvera, alors j'aime pas dire une certaine normalité, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer au cours des prochains mois. Enfin, ce que vous savez, c'est qu'au cours des prochains mois, vous allez continuer à fonctionner comme ça, de façon hyper réactive. Et puis ensuite, oui, ça changera. Vous aurez, comme vous le dites vous-même, vous avez appris à fonctionner différemment avec certains clients. On avait déjà appris, mais sur des petits morceaux, quoi. On avait fait ça sur la Chine, sur la Russie, qui sont quand même des pays compliqués.
Donc on avait été voir les clients, on les connaît très très bien. Moi je me déplace aussi et on peut se déplacer avec l'assurance crédit. Donc c'est assez voilà. Et à chaque fois c'était de trouver la bonne solution pour chaque client. Ce qui a changé beaucoup là, c'est l'information, elle est au jour le jour. On a l'information. Avant on faisait du passé, on disait voilà le crédit c'est tant, on va toucher tant, les clients nous ont payé tant. Aujourd'hui on veut savoir dans un mois combien ils vont nous payer. Et on a besoin de l'information au jour le jour. Donc on en reviendra après, mais on a développé pas mal de choses pour avoir l'information. Et donc le cash, et tout le monde effectivement s'est intéressé au financier. Ça a mis le rôle du financier beaucoup plus central et au cœur de l'entreprise, même s'il a un rôle très important dans notre entreprise. Oui, déjà, mais ça l'a. On n'hésitait pas à l'appeler, à demander conseil, on suivait nos conseils et je pense qu'on a eu une vraie valeur ajoutée. Il a fallu effectivement... avant, on était plus sur les devises, qu'est-ce qui se passe sur les devises, on va agir sur les devises, etc. Là, c'est plutôt est-ce qu'on va toucher le cash. Et c'est pareil pour nos fournisseurs. On a effectivement été très réactifs par rapport à nos fournisseurs. Donc là, on peut parler des achats, c'est-à-dire qu'il y a des fournisseurs qui nous ont appelés en difficulté financière. Et on a su réagir aussi pour les aider. Et on essaie de réfléchir à des solutions pour les aider plus tard. Ce côté réactivité. Éric Gouy de Pierre Fabre, pour vous, comment votre direction financière, justement, s'est adaptée à cette... enfin, s'adapte, puisqu'on continue à la vivre aujourd'hui, à cette pandémie, là, chez Pierre Fabre? Alors, on a une situation un peu différente de celle qu'on vient d'évoquer. D'abord, le secteur pharmaceutique et cosmétique, si j'ose dire, qui sont les nôtres. Ils sont certainement beaucoup moins touchés que d'autres secteurs. Il faut nous dire la vérité. On n'a pas une situation dégradée comme celle qu'on vient d'évoquer. Je vous donne un exemple. Évidemment, les maladies chroniques ne se sont pas arrêtées avec le Covid. Donc, notamment le cancer, l'oncologie et ces choses-là, donc continuent heureusement pour nos patients. Donc, on n'est pas été touché de la même façon. Mais malgré tout, comme on vient de le dire, notre plus grand pays après la France, c'est la Chine. Et très très vite, on s'est rendu compte de l'ampleur de la crise et des dégâts que ça pouvait causer, notamment à notre cash. Donc la direction financière, comme on vient de le dire encore une fois, elle a été mise en avant. On a fait confiance à la direction financière pour protéger nos situations de cash, pour pas s'endetter. Je rappelle juste que Pierre Fabre est détenu par une fondation reconnue d'utilité publique et on n'a pas nécessairement accès au marché pour nous financer. Donc, on doit protéger nos situations de dette et de cash. Et on a réagi extrêmement fort en réduisant nos investissements non prioritaires ou non réglementaires, comme on l'a dit aussi, gérant au plus près notre situation vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos fournisseurs. On a eu la chance de mettre, avant que le Covid n'arrive, de mettre en place des formules de financement, notamment de factoring, qui sont extrêmement positives pour nous aujourd'hui. Ce n'était pas nécessairement fait pour ça, mais en tout cas, ça nous aide beaucoup aujourd'hui, avec des formules extrêmement innovantes. Et puis surtout, eh bien, comme on l'a dit, on a réduit notre train de vie, nos dépenses. Je dois dire quand même que sur ces dépenses, il y en a beaucoup qui se sont faites quasiment spontanément. On a réduit les dépenses de voyage de façon considérable, puisqu'on a, par rapport à 2019, à l'instant où je vous parle, les dépenses de voyage, c'est une économie de 30 millions d'euros qui s'est quasiment faite spontanément. Et de la même façon, sur tout un tas de sujets. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises comme nous qui ont bénéficié, en quelque sorte, en termes de train de vie, d'économies spontanées, comme je viens de le dire. Autre chose qu'on n'a pas cité, c'est quand même le risque pays et le risque de change. Il faut dire que, en ce qui nous concerne, on est présent sur 45 pays. Les pays d'Amérique du Sud, les pays du Moyen-Orient, d'Afrique, sont violemment touchés par ce Covid, et en particulier sur les effets de change, voire des situations dramatiques dans un certain nombre de pays, on le sait, le Liban, l'Argentine, qui sont des pays importants pour nous et dans lesquels on a des situations particulièrement dégradées, pour des raisons non seulement économiques mais aussi politiques, comme vous le savez. Donc on a le sujet, c'est l'agilité, la réaction extrêmement rapide.
Et au final, à l'instant où on se parle, eh bien, je dirais que les résultats du groupe sont à peu près en ligne à ce qu'on avait à la même époque l'année dernière, avec toutes ces réactions. Ce qui est encore plus important pour nous, c'est les leçons qu'on a apprises. Les leçons qu'on a apprises, c'est le fait qu'on peut vivre avec un train de vie différent sur des tas de sujets. Par exemple, les séminaires, les voyages et ce genre de choses, mais sur plein d'autres domaines qui sont qu'on va essayer de pérenniser, de sacraliser pour le futur, pour finalement une meilleure rentabilité dans le futur. Merci Eric. On reviendra vers vous. On va reparler aussi comment vous vous êtes réorganisé, comment vous vivez aujourd'hui cette pandémie, parce qu'évidemment elle se poursuit. Je me tourne vers Pascal Gadea de Galvanize. Avec tout ce qui s'est passé donc ces derniers mois, on a ces 2 premiers témoignages. Pour vous, quelles sont les questions qu'un DG doit se poser aujourd'hui quand on est dans ce... Je rappelle, vous êtes spécialisé dans tout ce qui est la gouvernance, la gestion des risques, la conformité. Je pense que la première question qu'ils doivent se poser, en fait, c'est l'impact. Bon, l'impact sur le revenu, on en parle. C'est déjà, premièrement, personne n'a vu le risque arriver. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un risque qu'on n'a pas vu arriver, qui était la pandémie. Et en fait, il n'y a aucune cartographie des risques qui aurait pu avoir mis ça en conséquence aussi fort dans l'entreprise et dans les processus qui ont été impactés. Et je dirais que la première chose qu'on tire actuellement en leçon, c'est 3 points. C'est quel revenu je vais pouvoir tirer maintenant avec des couches de conformité? Quid de mon contrôle interne? Quid de mes aspects réglementaires? Parce que je veux dire, l'entreprise continue. Là, on arrive sur une fin d'année 2020 très chaotique. On sait très bien ce qui va nous attendre. Mais en fait, on est quand même résilient. On vous dit que 2021, ça va redémarrer. On va repartir sur une approche un peu plus forte en 2022. Et donc, je pense que c'est déjà dès maintenant qu'il faut mettre à plat les enjeux réglementaires. C'est ça, les appareils de production qui n'ont pas détruit, voilà, on n'est pas dans le cadre... Exactement, je pense qu'on va... Un directeur général, ce qu'on ressent actuellement et ce qu'on aimerait dire, c'est qu'il faut commencer déjà à travailler sur le futur, dès maintenant, sur les sujets réglementaires qui vont être toujours d'actualité, comme la loi Sapin 2, sur les flux account payable, sur c'est très bien chez vous au niveau du laboratoire, effectivement, il y a moins de frais, mais les frais vont revenir parce qu'on espère bien que les activités vont reprendre. Il y a les sujets de fiscalité, parce que tout ce qu'on est en train d'emprunter, il va bien falloir les rembourser. Oui. Donc les sujets de fiscalité, ça va être de mettre en place. Et il y a de la donnée qui va nous permettre de faire ça, donc les sujets de fiscalité sur la TVA, de regarder si on est vraiment sur la TVA déductible. Donc aller chercher l'information dans la data et imaginer effectivement tout l'aspect réglementaire, une piste d'audit fiable qui va venir un petit peu agrémenter tout ça. Et aller chercher là où on parlait de cash, là où ça dort en interne, il y a sûrement du cash qui dort, surtout qu'il y a de plus en plus de très grands groupes internationaux, et ça on le constate. Et l'autre sujet, c'est de ce que je peux en tirer de mon revenu, c'est à moindre coût. Donc ça va être les budgets, c'est que les entreprises ont des solutions de gouvernance réglementaire, de ce qu'on appelle les outils de GRC. Peut-être le moment de remettre tout ça à plat et de se dire combien ça me coûte, combien ça m'a coûté. Et là, je fais plein de contrôles internes, mais finalement, est-ce que j'ai besoin de faire tout ce contrôle interne? Est-ce qu'il vaut mieux pas revoir sa matrice de contrôle et se dire quels sont les contrôles les plus bankable? C'est mon anglicisme, oui. Mais sur lequel on va pouvoir avoir un impact fort et sur lequel, à nouveau, je vais faire des zones d'économie sans forcément remettre en cause, je dirais, les ressources humaines, donc les employés, mais surtout, est-ce que j'avais des tâches manuelles? Est-ce que ces tâches manuelles, je vais pas pouvoir plutôt les automatiser? Et c'est en cela que la technologie, en fait, aide. Je ne dirais pas qu'une technologie est résiliente également, mais avec patience, on peut peut-être commencer à rebâtir et retrouver un petit peu des sources d'économie. Sur les sujets dits de conformité, puisqu'on a vu, nous, des projets où ça partait sur des millions d'euros d'investissement sur les dernières années. Et là, on a revu un peu les priorités, justement. Voilà, exactement. Faire des économies, c'est aussi mieux gérer ses dépenses. Ronan Kéodan, c'est la spécialité de Coupac. C'est quoi les conseils à donner? Enfin, voilà, les leçons, les réflexions que vous faites aujourd'hui? Oui, alors tout d'abord, c'est une problématique complexe, parce que c'est important de réduire les dépenses, mais c'est aussi important de continuer à créer de la valeur. Donc il n'y a pas une recette miracle où une entreprise va d'un coup se mettre à réduire ses dépenses comme ça. Il peut y avoir des réactions brutales parfois qui finalement détruisent plus de valeur qu'ils n'en créent. D'accord ? Donc nous, ce qu'on constate auprès de nos 1500 clients, il y a un certain nombre de meilleures pratiques que les entreprises mettent en place. Certaines ont mis en place depuis longtemps déjà et continuent à les mettre en place. La première chose, ça passe par un meilleur suivi des dépenses. Comprendre ce que l'on dépense pour une entreprise. Et pas 6 mois plus tard, et pas 1 an plus tard, mais quasiment en temps réel. Où, avec qui, sous quelles conditions. Ça peut paraître simple, mais très peu d'entreprises aujourd'hui le savent. Le deuxième point, c'est
améliorer le contrôle des dépenses. Et quand je parle d'améliorer ce contrôle des dépenses, ça ne veut pas dire rajouter des processus encore plus complexes qui vont prendre encore plus de temps. Au contraire, ça peut être simplifier les processus qui vont favoriser une adoption utilisateur forte et de manière implicite, mieux contrôler les processus, sans rajouter des étapes supplémentaires. Après, nous, on conseille aux entreprises de revoir leur processus d'approbation en interne. Ce qu'on voit parfois, il va y avoir une chaîne, les simplifier. Il va y avoir une chaîne d'approbation où il va y avoir 15 personnes qui sont impliquées. 15 personnes, ça peut prendre une semaine. Les meilleures pratiques, on le sait, puisqu'on analyse dans notre plateforme, c'est 11 heures pour approuver une demande d'achat. S'ils sont tous en télétravail, s'il faut que chacun... Voilà. Alors, ce qu'on fait, c'est on demande aux entreprises de regarder le taux de rejection. Si le taux de rejection est très faible, ça veut dire que les gens dans la chaîne d'approbation, probablement, ne servent à rien. D'accord ? Donc ça, c'est une dynamique assez importante. L'autre chose, c'est la digitalisation des échanges avec les fournisseurs. Qu'on le croit ou pas, ça se fait essentiellement par papier, encore aujourd'hui, en 2020. Nous, ce qu'on voit, vous prenez la facturation électronique, il y a certains clients qui le font à 95% aujourd'hui avec leurs fournisseurs. La moyenne est plutôt de l'ordre de 20%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gains prodigieux à effectuer. Et quand on a besoin d'agilité, comme on a besoin d'agilité aujourd'hui dans le processus, et quand on est en mode papier, c'est très, 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 très délicat. Les conditions de paiement avec les fournisseurs. On a besoin de protéger certains fournisseurs qui n'ont pas forcément la trésorerie. On peut bénéficier d'autres fournisseurs où ils ont une trésorerie très forte. Donc là aussi, il y a matière à affiner. Les contrats. Les contrats. Aujourd'hui, on sait qu'en moyenne, dans les entreprises, il y a 30%. Allez, je vais être 30 à 50% des dépenses qui sont sous contrat. Ça veut dire qu'il y a quasiment 50% des dépenses effectuées par l'entreprise où il n'y a pas un contrat qui a été négocié par les équipes achats. Donc là, à nouveau, il y a un gisement d'opportunités, d'économies qui est important. Et finalement aussi, c'est impliquer les acheteurs sur plus de processus de négociation avec des fournisseurs. Aujourd'hui, typiquement, ça va être fait sur des familles d'achats qui sont stratégiques. Pourquoi ne pas l'élargir un petit peu plus à d'autres familles d'achats? Et ça, c'est des leviers d'économie très importants dans l'entreprise. Ça veut dire, Françoise Laberne, on se réorganise. Enfin, vous, votre direction financière, ne ressemble l'organisation globale ou les réflexions faites autour de la future organisation, ça ne ressemble pas à celle que vous aviez en 2019? Alors pour l'instant, ça n'a pas changé, mais on est en réflexion pour changer. Donc déjà, on travaille plus sur les processus que sur l'organisation en elle-même pour l'instant. Donc effectivement, c'est moins de papier. Effectivement, tout est sur papier. Même nous, quand on envoyait des lettres de relance aux clients, c'était papier avant. Donc aujourd'hui, c'est tout par mail. Ouais. Donc c'est récupérer beaucoup d'informations par mail. C'est tout scanné, c'est tout envoyé. Même les signatures électroniques, on a beaucoup travaillé dessus. Ça, c'est des choses, vous vous étiez dit, ce sera des projets qui vont se lancer sur les prochains mois, les prochaines années. Et là, le fait qu'on soit effectivement en confinement, ça a fait que des projets qui auraient pu ne pas avoir l'adhésion de tout le monde ont eu l'adhésion et sont passés très rapidement. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est sur le digital, sur moins de papier. Effectivement, les dépenses aujourd'hui, on les a pratiquement en temps réel. Avant, on les avait à la fin du mois d'après et il n'y avait pas forcément. C'était pas forcément lisible aussi, parce que ça peut ne pas. On peut les recevoir et en plus c'est pas lisible. Il n'y a pas de KPI, donc aujourd'hui on fait des choses où il y a vraiment un KPI, il y a une action derrière et on n'a pas de temps à perdre. Donc voilà, parce qu'on travaille en mode quand même un peu dégradé. Travailler par Zoom, Teams, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même compliqué. Donc, il y a un moment donné, il y a peut-être moins de hiérarchie, il y a peut-être moins de contrôle, pas de contrôle, mais il y a moins d'échelons dans les prises de décision. Il faut réagir très, très vite. Donc, ça veut dire... donc pour l'instant, on va se réorganiser. C'est plus dans les process et même c'est plus de dire on fait moins de PMT, puisque... prévoir à 5 ans aujourd'hui, c'est compliqué. On en fait un peu pour les approvisionnements de raisins, pour les approvisionnements. Donc on est obligé de savoir combien on va vendre, etc., pour pouvoir acheter les eaux de vie, etc. aujourd'hui. Mais on ne va pas faire un compte de résultat ou un cash. Ça veut dire qu'il faut apprendre aussi à piloter un peu une gestion du flou, quoi, se dire un petit peu. Alors du flou, tout en étant bien les pieds. On est dans l'agriculture, nous, donc on est quand même les pieds. On a quand même des raisins, on a quand même des bouteilles dans nos caves. Donc ces bouteilles, il faudra les vendre. Voilà, donc on a quand même un processus qui fait que on est aussi sur du long terme.
Mais on s'est organisé, on est en train de se réorganiser. Et Éric Gouy, même question pour vous autour de la direction financière. Est-ce que, selon vous, vous devez profondément vous réorganiser, être plus transversal avec les différents métiers de l'entreprise? Alors, écoutez, on a, en termes d'organisation, ce qu'on a fait, c'est que, en même temps que le Covid, alors c'était déjà prévu avant, mais en même temps que le Covid, et ça nous a bien aidé, on a créé une organisation complètement homogène et qui reporte à la même entité globale du groupe. On n'a pas des directeurs financiers, des financiers un peu partout dans les filiales. Tout le monde reporte à la même organisation. Et quel avantage de cette organisation? C'est l'harmonisation, la standardisation, la réactivité. Et on est bien content d'avoir fait ça dans cette période compliquée. Mais au final, les progrès qu'on fait aujourd'hui, c'est surtout sur la technologie. Vous l'avez cité. La technologie, cette période, c'est un formidable accélérateur pour le e-commerce. Notre e-commerce a augmenté de façon extrêmement forte, en particulier aux US, qui sont déjà très familiers de ce genre de processus, et en Chine, où le e-commerce est extrêmement présent, et dans d'autres pays d'Asie. Par ailleurs, on a accéléré la mise en œuvre de solutions technologiques de digitalisation. Par exemple, les contrats électroniques, je crois qu'on en parlait tout à l'heure, tout ce qui est procure to pay, c'est-à-dire le processus d'achat, avec la mise en œuvre d'un certain nombre de solutions technologiques qui sont immédiates. On peut approuver nos dépenses directement sur un iPhone avec toutes les références qui sont intéressantes. On a mis en œuvre des ERP beaucoup plus récents, et tout ça dans une période telle qu'elle est aujourd'hui, très, très, très compliquée. Par exemple, un autre sujet, jusqu'à présent, on avait une vision du revenu, c'est-à-dire du chiffre d'affaires seulement une fois par mois. Eh bien, aujourd'hui, on s'est donné les moyens d'avoir cette vision tous les jours. Et je vous assure que dans une période comme la nôtre, c'est extrêmement important parce qu'on est dans une incertitude qui est particulièrement sévère, il faut le dire, même dans un secteur comme le nôtre. Vous parliez, Éric, des outils du digital. Vous êtes retrouvé un peu surpris aussi de se dire, tiens, finalement, tous ces outils-là, enfin, que vous mettiez en place au fil du temps, hein, un peu comme on le disait avec Françoise Zaberne, que tout d'un coup se dire, bah, tiens, on va les mettre en place beaucoup plus vite et on va vraiment répondre à des besoins. Et finalement, vous avez dit, bah, tiens, avec le recul, on aurait dû faire ça beaucoup plus tôt. Avec le recul, on aurait dû faire plein de choses beaucoup plus tôt. La réalité, c'est que voilà, on s'est dit qu'il y avait urgence. Hein, par exemple, donner accès, par exemple en France, nos clients sont des pharmaciens. Hein. On a donné accès à nos pharmaciens à une plateforme B2B qui leur permet de passer des commandes. Encore récemment, eh bien, l'essentiel des commandes est passé par des commerciaux. Ça, c'est quand même très, très révolutionnaire pour un métier comme le nôtre. De la même façon, comme je vous l'ai dit, on a, sur certaines technologies, on a accéléré les projets et on s'est rendu compte qu'on pouvait faire ça en plus sous forme de télétravail, ce qui est assez formidable. Une chose aussi que je voulais dire en termes d'organisation, avant qu'on continue, une chose qui nous a aussi frappé, hein, c'est le fait qu'on faisait appel beaucoup trop à des talents externes. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il fallait internaliser beaucoup plus de talents qu'on ne le faisait jusqu'à présent en faisant moins appel au consulting. Ça ne fera pas plaisir à tout le monde, mais en tout cas, on a cette démarche qui est de dire très souvent on n'a pas suffisamment de talents, en particulier dans les organisations financières. Eh bien, vous allez les recruter chez les consulting, hein, Grégory, histoire de loi. Je vous fais rebondir, non pas c'est consulting, mais justement cette réorganisation, enfin voilà, ça vous apporte quoi là, ces témoignages comme réflexion? Ça vous fait penser à quoi? Plusieurs sujets. Ce que je trouve déjà intéressant, c'est qu'on a un sujet digitalisation de processus, avec plusieurs axes derrière, donc des axes d'économie, des axes d'efficience, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant d'un point de vue gestion des risques, c'est qu'une fois qu'on industrialise un process via la digitalisation, on est moins sujet à avoir des variantes de ce processus, puisqu'on l'a plus industrialisé, et donc on est moins aussi sujet à avoir des risques d'erreur, ou si les risques d'erreur arrivent, en général, ils sont plus massifs, et donc on les détecte plus facilement. Donc ça, c'est un premier sujet. L'autre sujet que je trouve extrêmement intéressant dans tout ce que je viens d'entendre, c'est le sujet du pilotage. Alors on se dit, mais pilotage, gestion des risques, quel est le lien? Alors
La réalité, c'est que moi, je fais ce métier depuis plus de 20 ans et tout mon début de carrière, j'ai travaillé à faire du process de contrôle. Donc, process de contrôle, process de maîtrise des risques. Donc, on essaye de réfléchir à mettre en place un certain nombre de dispositifs, des points de revue, des analyses, et ainsi de suite, pour essayer de contrôler ce que font les personnes dans l'organisation et s'assurer qu'on respecte des procédures. Ce qui est en train de changer actuellement, et ce que j'ai appelé de mes voeux depuis plusieurs années, mais le marché était malheureusement pas complètement réceptif à ce moment-là, c'est de passer à une logique plus de pilotage transactionnel. Je m'explique. Je pense que Pascal l'a dit aussi un petit peu juste avant. C'est globalement, on se rend compte que faire du contrôle pour du contrôle, c'est comme mettre des radars un peu partout. Il en faut un certain nombre, c'est certain, mais si on en mettait partout toutes les 5 mètres, c'est compliqué, ça énerve tout le monde et ça apporte pas grand-chose en flexibilité. Il faut les gérer après tous ces radars. Il faut les gérer. Et donc ça coûte de l'argent, c'est compliqué. Par contre, c'est vrai que réfléchir à se dire, je vais essayer de mieux comprendre mon organisation, mes processus dans l'absolu, comment ils doivent fonctionner, quelles sont mes vraies zones de risque, c'est-à-dire où est-ce que je peux vraiment avoir des fuites financières, des problèmes d'image, des problèmes de delivery, des problèmes de qualité, et ainsi de suite. Et après, piloter par un aspect transactionnel data en se disant quelles sont mes activités réelles. Vous le disiez justement, Eric, tout à l'heure, on pilote le chiffre d'affaires, par exemple, tous les jours plutôt que tous les mois. Et derrière, on se pose des questions de d'où vient cet écart de tendance. Et à partir de là, on peut se donner des seuils et réfléchir finalement sur des seuils d'écart par rapport à des tendances, par rapport à un certain nombre d'autres événements qui peuvent être exogènes ou endogènes à l'organisation. On reviendra dessus, je pense, peut-être tout à l'heure, si on parle un peu plus d'intelligence artificielle. Et à partir de là, se mettre à piloter d'une autre manière. Donc de réfléchir plus à ce qu'on fait versus essayer de tout contrôler au cas par cas. Pascal Gadea de Galvanize, on doit justement renforcer ces dispositifs de contrôle. Est-ce que ça signifie qu'il faut revoir des outils comme les vôtres, des outils qu'utilisent les entreprises aujourd'hui? Actuellement, en fait, ce que je disais, et je fais encore écho sur Grégory, on se renvoie la balle depuis tout à l'heure. Et c'est très bien, on est très complémentaires et on le voit, parce qu'on travaille avec Deloitte depuis très longtemps. En fait, c'est vrai qu'il faut renforcer les dispositifs de contrôle. Et je le disais tout à l'heure, il faut revoir un petit peu les technologies existantes, ce qui existe, et qu'est-ce qu'on doit contrôler, et qu'est-ce qui est vraiment le plus intéressant à contrôler, en fait. Donc, je pense que la première des valeurs immatérielles de l'entreprise, c'est la donnée. On va parler tout à l'heure d'intelligence artificielle. C'est donc aller mettre les mains dans les données. Donc, on a les systèmes transactionnels classiques, les ERP, et donc de tout ordre. Mais un ERP ne peut pas être jugé parti. En fait, on peut pas avoir un système qui va s'autocontrôler parce qu'on va augmenter un risque de fraude, on va avoir des problèmes de séparation des tâches. Et même si ça a l'air simple de le dire comme ça, on le voit encore en 2020, c'est un gros sujet. La fraude, c'est 5% du chiffre d'affaires d'une société. Ça peut aller très très loin, en fait. Donc, en fait, il faut vraiment avoir une vision. L'enjeu est d'avoir une couche, c'est d'avoir une piste d'audit fiable qui permet en fait d'avoir un système complètement autonome, indépendant, quelque part de virtualiser un auditeur ou de digitaliser un auditeur, qui aura toujours sa place, mais sur lequel les tâches de contrôle qui sont effectuées pourraient peut-être s'automatiser. Et derrière ça, en fait, comment on va communiquer le résultat de ces contrôles. Donc, communiquer un résultat de ces contrôles, c'est en interne de l'entreprise, c'est créer des tableaux de bord d'un côté, c'est créer des indicateurs de risque et de performance associés. D'accord. Et derrière ça, c'est de se dire aussi comment j'ai envie de faire communiquer ça à l'extérieur. Donc on parle des fournisseurs, donc on va parler de projets de third party management, c'est de les informer, de pousser des questionnaires. C'est une donnée doit parler en fait. Le résultat de donnée doit être vraiment vivante quelque part. Donc pousser ces résultats vers l'extérieur et vers l'intérieur. Ronan, ça veut dire qu'il faut faut faire donc évoluer les outils, on le disait, il faut prendre... on parlait de la data, il faut augmenter la finesse de ces informations pour piloter de façon plus précise. Oui, tout à fait. Et moi, cette notion de gestion du risque dans l'entreprise, pour moi, l'image, c'est quelqu'un qui se promène en vélo à Paris, en Vélib. Et cette personne, elle ne va pas s'arrêter tous les 50 mètres pour appeler quelqu'un, pour essayer d'évaluer le risque, ou quelqu'un va l'appeler pour lui dire qu'il peut traverser la rue, etc. Elle le fait en temps réel. C'est la manière dont on fonctionne. On va analyser une tonne d'informations très fines, un bus qui arrive, des travaux à gauche, une chaussée glissante, et le cerveau le fait en temps réel. Il n'y a plus de voiture. De manière dynamique. C'est un peu plus facile aujourd'hui à Paris de se promener en Vélib. Mais toujours est-il que dans l'entreprise, on doit arriver au même mode de fonctionnement. C'est-à-dire, c'est toujours cette notion de données. Il faut déjà, collecter les bonnes données, la bonne finesse d'information et encore plus important, la donner aux bonnes personnes au bon moment. Voilà. Et c'est là toute la subtilité de l'exercice. C'est-à-dire, je suis en train de passer une commande auprès d'un fournisseur et c'est à ce moment-là
que je veux savoir si jamais il y a un risque potentiel avec ce fournisseur. C'est pas 2 mois avant, c'est pas 1 mois plus tard, c'est trop tard, c'est exactement à ce moment-là. Et c'est donc, et j'utilise juste c'est là où il faut faire des corrélations de données voilà. plus importantes. Et là, il y a un vrai exercice à faire dans les entreprises d'apporter la bonne donnée aux bons utilisateurs au bon moment. Et c'est complexe. Ça, c'est ce qui... Alors, j'imagine que vous travaillez déjà beaucoup sur les données, Françoise Dabert, chez Moët Hennessy, mais ça, c'est ce que vous apprend aussi la situation aujourd'hui. Il va falloir aller encore plus vite dans l'analyse de ces données, dans aller chercher chercher les signaux faibles, peut-être, parfois. Oui, il faut la bonne donnée. Il ne faut pas de la donnée pour de la donnée. En fait, il faut de la bonne donnée et pour les bonnes personnes, et surtout assez rapidement. Et aujourd'hui, on est plus dans il faut réagir assez vite, et on est aussi sur des outils, peut-être qu'on en reparlera, mais on a des outils de simulation aujourd'hui. Avant, ce que je disais, on faisait du PLT, maintenant on fait du révisé permanent. Donc on a quand même un pré-budget, donc il faut quand même voir aussi l'avenir. Et puis on a beaucoup d'outils de simulation, on a beaucoup de boîtes à outils où on va dire s'il se passe tel événement, qu'est-ce qui va se passer avant. On faisait un scénario, et maintenant on fait 1000 scénarios et on regarde, et à un moment donné on va prendre celui-là et peut-être dans un mois on va prendre autre chose, etc. Donc aujourd'hui on a des outils de simulation, on travaille beaucoup sur Anaplan, mais pour la partie simulation, et c'est un outil qu'on avait déjà mis en place il y a 1 an. Donc nous aujourd'hui on a de la chance, c'est qu'on avait déjà mis des outils avant en place pour faire de la simulation, mais on en fait beaucoup plus qu'avant. C'est-à-dire on peut intégrer aussi la notion de risque un peu partout aussi, ça c'est... Oui, aussi. Alors justement, Éric Gouy chez Pierre Fabre, dites-nous, l'analyse de données, ça prend toute son importance. Ça se passe comment chez vous? Alors, non seulement on s'y penche, mais on a créé carrément un département qu'on a appelé Excellence de la donnée, parce que dans nos métiers, en particulier lorsqu'on a affaire à des patients, on a une grande sensibilité sur ces sujets. Donc, excellence de la data autour de la qualité de la donnée, de la gouvernance, parce qu'on parle beaucoup de données aujourd'hui, mais en particulier dans les domaines financiers, c'est la qualité qui est importante, et souvent on reste à la surface des choses sur ces questions-là. Tous les financiers du monde vous diront qu'ils passent une grande partie de leur vie à réconcilier des données, et il faut se sortir de ces sujets-là. Je voudrais revenir sur la gestion des risques. Il s'avère qu'on a développé, notamment avec Deloitte, un outil qu'on va appeler d'intelligence artificielle, qui nous permet de détecter partout dans le monde des risques. Alors comment est-ce qu'on détecte des risques? Eh bien, on détecte des risques notamment par des écritures comptables anormales, des mouvements de stock anormaux, des opérations commerciales anormales éventuellement. Et tout ça dans le but de conformité, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi de détecter des fraudes. Par exemple, on a beaucoup de tentatives de fraude en ce qui concerne les relevés d'identité bancaire. Et on a mis en place un système pour nous permettre de piloter ça, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, plutôt que d'avoir une approche transactionnelle sur ces sujets. Et je suis convaincu que c'est l'avenir, c'est de gérer ces choses-là par l'analyse, par ce qu'on appelle le data analytics. Tous les commissaires aux comptes vous diront aujourd'hui que le futur, c'est non pas de venir chez vous et de regarder les factures une par une, mais de regarder vos ERP, de faire de l'analyse de data directement dans vos ERP et de certifier vos comptes via cette technique. C'est quelque chose qui s'est développé depuis plusieurs années partout chez nos commissaires aux comptes. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, en disant besoin de moins de consulting, mais enfin, c'était ça, c'est ce que vous attendez aujourd'hui des fournisseurs, justement, c'est cette partie analyse de données beaucoup plus forte. Exactement ça. En fait, je suis convaincu que les financiers du futur, ils vont combiner notamment une expertise financière, comptable, contrôle de gestion, etc., mais aussi la capacité à gérer les données, à passer beaucoup de temps sur la compréhension des signaux faibles, à interpréter les données, à savoir les reporter et d'en faire du prédictif. Chose que jusqu'à présent, notamment les organisations financières, elles étaient très reporting, c'est-à-dire qu'elles constataient le passé. Aujourd'hui, la prédiction, si j'ose dire, la prévision, c'est
beaucoup plus important dans un monde tel qu'on le vit aujourd'hui. Travailler avec la donnée, Françoise Aberne, ça veut dire aussi qu'on peut travailler moins en silo. Vous disiez tout à l'heure que voilà, vous travaillez de plus en plus, on a compris le rôle important de la direction financière qui était déjà, mais beaucoup de gens se sont dit, mais tiens, je peux m'appuyer sur la direction financière pour... je pensais pas m'appuyer, je pensais que je faisais juste mon reporting financier. Non, je peux m'appuyer sur la finance pour analyser un peu certaines tendances. C'est ça qui est nouveau aussi. Oui, certaines tendances, et puis du conseil beaucoup sur les ventes futures, etc. Sur ce que je vous disais tout à l'heure, on a beaucoup de commerciaux qui nous appellent aujourd'hui pour connaître la qualité d'un client, d'un risque pays. On parle là aussi des risques de devise aujourd'hui. Donc voilà, on nous consulte beaucoup pour du conseil. Et aujourd'hui, effectivement, le financier n'est plus le comptable. Aujourd'hui, il est plus... C'est même au-delà du contrôle de gestion, c'est qu'il va faire de la prédiction, il va influencer beaucoup pour aller sur telle et telle chose ou pour travailler avec telle et telle personne. Et aujourd'hui, on n'est pas du tout... le financier du futur n'est plus quelqu'un de comptable, il est vraiment quelqu'un qui est dans on parlait d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est ça, les apports de l'IA que vous attendez, c'est ça. Voilà, et ce qu'on veut aussi, c'est qu'il n'y ait plus de travail manuel, de saisie. Voilà, aujourd'hui, on était moins de papier, donc on appelle pas paperless, donc beaucoup moins de papier, mais aussi beaucoup moins de choses manuelles. On est dans des grands groupes. Je pense qu'on ne voit pas tout ce qui est fait dans le détail, et on s'est aperçu via le confinement, là, surtout en France, puisque notre activité est quand même... On fabrique en France, mais on vend dans 130 pays, c'est un peu paradoxal. On a vu qu'effectivement, en France et même ailleurs, il y avait beaucoup de travail manuel. Et aujourd'hui, on demande à nos équipes d'être beaucoup moins dans le reporting, dans le travail manuel de saisie, etc. et de donner des choses dans le passé, puisque ça nous intéresse plus. Le passé d'il y a un mois, c'est déjà mort, en fait, donc ça ne sert à rien. Mais être beaucoup plus dans, effectivement, de la prévision, dans du conseil. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Donc les outils qu'on a développés sont aujourd'hui là pour nous soit saisir automatiquement, soit nous donner les bons reportings aux bonnes personnes. Et voilà. Et on dit même un credit manager qui débloquait les commandes et qui passait sa vie à débloquer les commandes, ça n'a aucun intérêt. Donc il va le faire, comme on dit, sur quelques commandes qui sont sensibles, et le reste du temps, il va faire de l'accompagnement client, l'accompagnement des commerciaux, vérifier où sont les risques. Donc voilà. Grégory Bissort de Deloitte, justement, par rapport à ce qu'on vient de dire sur l'analyse de données, sur le rôle de l'intelligence artificielle qui arrive de façon pour automatiser certaines tâches, mais aussi pour rendre plus intelligent aussi ce métier. Alors, première action, c'est très justement dit, on va donner de plus en plus un rôle complexe de contrôleur, de manager, de gestionnaire à la première ligne de défense, qui sont finalement les opérationnels. Donc les opérationnels, qui étaient plutôt embourbés dans des process, entre guillemets, vont maintenant de plus en plus avoir un rôle de pilotage. Pour ça, il leur faut des outils. L'intérêt qu'on a actuellement avec l'accès aux analytics en masse qui sont fournis par la digitalisation, on l'a justement dit tout à l'heure, on a également, on permet, en lien avec ces technologies d'intelligence artificielle, d'aller beaucoup plus loin. Quelques exemples. Sujet des risques de tiers, par exemple, qui est un risque majeur actuellement, extrêmement exacerbé. On a la capacité, très facilement maintenant, de matcher des indicateurs qui proviennent d'analystes, d'éléments financiers qui sont produits régulièrement, bien sûr, par ces tiers, avec des informations qui proviennent des newsfeeds, donc des nouvelles, des chaînes infos et ainsi de suite partout dans le monde, qui peuvent remonter des points de disruption d'une économie locale, des problématiques réglementaires diverses et variées, donc un certain nombre de signaux qui sont difficiles à capter sinon, et qu'on va pouvoir traiter comment, parce que c'est du texte à la base, ou des images, ou du son, on va pouvoir le traiter grâce à ce type de technologie. C'est-à-dire arriver à restructurer des informations qui ne sont pas structurées par défaut. Et une fois qu'elles sont structurées, on va pouvoir les corréler avec d'autres éléments. Donc ça, c'est un premier sujet. Une fois qu'on voit ça aux bornes finalement de l'entreprise, en disant l'entreprise récupère plein d'informations internes et externes, on va pouvoir faire un certain nombre d'autres choses avec ces technologies d'intelligence artificielle qui vont surtout être le fait de pouvoir raisonner de manière multidimensionnelle. Je m'explique. Notre cerveau humain, on est souvent limité à 3 dimensions. On a du mal à en voir une 4e. C'est-à-dire que si on voit 3D plus le temps, c'est déjà compliqué pour faire une analogie avec ça. Ces technologies, elles permettent de prendre en compte énormément de variables. Donc, par exemple, quand vous avez un fichier Excel devant vous, pour prendre ce cas qu'a tout financier tous les jours, on va avoir parfois 10, 20, 40, 50, 100 champs. Donc 100 colonnes. Et la réalité, c'est que savoir ce qui change entre les 100 colonnes, l'œil humain ne peut pas le faire. Oui.
La preuve, si vous devez compter d'ailleurs 5 pièces sur une table, en fait, vous êtes obligé de faire 4 plus 1. Le cerveau humain ne sait pas voir 5 de manière très simple. Ok, vous ferez l'exercice. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que la différence avec ces technologies, c'est qu'on va pouvoir entrer ces 100 variables dans des modèles, même 200, même 500 si on a envie. Et derrière, on a des algorithmes très puissants qui vont essayer de comprendre les corrélations entre ces différents éléments. Est-ce qu'il y a des choses qui sont pareilles, qui sont différentes? Et après, on va pouvoir travailler sur 2 axes. Donc on a un axe qui va être finalement de voir si des éléments sont corrélants entre eux. Et l'autre axe qui va être aussi de se dire, d'apprendre finalement de ces données pour essayer de comprendre des comportements classiques versus des comportements moins classiques. Et c'est également de faire de la prédiction du futur ou d'éléments attendus. Et à partir de là, on va pouvoir piloter parce qu'on va pouvoir se dire, tiens, ça, c'est pas ce que j'attends. C'est pas le chiffre qu'on avait prévu. Pourtant, on a rentré énormément d'informations qui viennent de la supply, qui viennent de la prévision des ventes, qui viennent de plein de choses. Pourtant, on n'a pas le chiffre attendu. Et à partir de là, on va devoir avoir de l'intelligence humaine pour faire des analyses, comprendre ce qui se passe et essayer de, revenir dans des conditions opérationnelles normales. Pascal Gadea, sur cette histoire d'intelligence artificielle, enfin cette notion d'intelligence artificielle, évidemment aujourd'hui, elle est au cœur aussi pour vous dans les gestions de risques, de conformité. Alors nous, elle va être de plus en plus au cœur sur la partie de la gestion des risques, dans la cartographie des risques. C'est de pouvoir effectivement, nous on a vraiment cette capacité d'aller chercher la donnée, mais on a également la capacité de modéliser les processus d'audit, de contrôle interne et de cartographie des risques. Et donc cette partie-là, notamment, on va voir effectivement arriver sur les 2 prochaines années de l'intelligence artificielle pour effectivement être force de proposition sur quels risques il faut cartographier dans une vraie cartographie des risques, force de proposition sur les contrôles qu'il faut mettre en place pour améliorer les processus et guider, pourquoi pas, l'auditeur interne vers des axes d'analyse, d'investigation qui sera remonté par la donnée en fait, notamment. Donc, c'est-à-dire pouvoir simuler, imaginer que l'information qui va être obtenue suite à des contrôles de manière exhaustive dans le flux, effectivement, on va avoir un mode un peu plus prédictif et on va permettre comme ça à l'auditeur de pouvoir orienter ses missions d'audit en priorité et être complètement prédictif sur ce qui va être fait après par la suite. En fait. Le prédictif, c'est ce qu'on retrouve aussi chez vous dans la partie gestion des dépenses, gestion des achats? Alors oui, on va retrouver ça parce que nous, comme Françoise le soulevait tout à l'heure, la collaboration en interne, c'est très important. Avoir des modèles prédictifs, etc., qui s'appuient sur la donnée, des sources externes, il faut le faire. Et nous, on va plus loin dans notre démarche, on va favoriser une collaboration entre entreprises. Donc, par exemple, je vais reprendre mon analogie de déplacement. Quand vous êtes en voiture, vous utilisez Google Maps ou Waze, vous allez aller de A à B, vous êtes coincé dans un embouteillage, et là, l'application va le savoir déjà, et elle va le savoir parce que c'est pas parce que Bison Futé lui a dit, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui utilise Google Maps qui est coincé dans sa voiture 200 mètres plus loin, et encore une autre personne 300 mètres plus loin. Donc en fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle permet de relever ces informations en temps réel, de les analyser et de renvoyer l'information. C'est pour ça que dans votre voiture, vous savez qu'il y a un embouteillage. Aujourd'hui, on fait la même chose au niveau du risque dans l'entreprise. C'est-à-dire, on sait, un client Coupa, par exemple, qui utilise notre solution, va travailler avec un fournisseur. Si jamais ce fournisseur a un problème avec un autre client Coupa, en temps réel, on va être à même de faire remonter ces informations. Et ça permet un pilotage du risque très, très fin, parce qu'on a une donnée réelle. Ce n'est pas un questionnaire qu'on lui a envoyé 2 mois plus tôt, qu'on a analysé. C'est en temps réel faire remonter ces informations. Et là, soudain, on peut commencer à gérer ces choses de manière fine. Et cette notion de collaboration, nous, on appelle ça d'intelligence communautaire, mais on le voit, on l'a vu déjà dans des applications de type B2C, donc comme Google Maps ou Waze. On l'a vu sur Spotify, quand vous avez votre playlist de la semaine, c'est basé sur ce que vous écoutez, mais aussi sur ce que les gens qui écoutent la même chose que vous écoutent aussi. Ouais. Et ça, vous le voyez en temps réel. Et aujourd'hui, nous, on amène ces informations à l'entreprise. Et ces données, c'est important de les connecter de plusieurs sources, comme vous l'expliquez tout à l'heure, mais c'est aussi important de s'appuyer sur les autres acteurs de l'économie pour affiner ces prises de décision. C'est ce que vous faites, Eric Gouy, aujourd'hui, quand on parle donc chez Pierre Fabre, quand on parle de cette... Bon, on a parlé d'analyse de données, mais justement de ce rôle de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Vous attendez quoi, justement, de cette intelligence artificielle? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est de passer moins de temps à essayer de trouver la bonne donnée et d'analyser nos affaires
et passer finalement plus de temps sur la compréhension et tirer les enseignements de ces données, hein. Maintenant, je voudrais aussi rebondir. L'intelligence artificielle, c'est une autre chose. Il ne faut pas non plus se faire trop d'illusions quand même. Devant nous, on a quand même beaucoup de progrès à faire et on a encore besoin de compétences de gestion, de compétences comptables, de compétences de contrôle interne, monsieur en parlait tout à l'heure, d'audit des risques. Tout ça, ça reste vrai. On n'est pas dans ce modèle où on a un directeur financier avec un ensemble de cockpits et tout ça se fait tout seul. On a besoin de ces compétences, j'insiste là-dessus, pour faire le pendant sur le fait que, évidemment, cette digitalisation, elle va nous aider à mieux piloter l'entreprise, à être plus agile. Encore faut-il avoir les compétences pour en déduire les plans d'action. Ouais, c'est souvent ce qui ressort, hein, l'humain au cœur de tout ça. Et puis, effectivement, on devrait mieux, on le dit tout le temps, on devrait plutôt parler d'intelligence augmentée que d'intelligence artificielle là, pour accompagner les collaborateurs. Tiens, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Grégory Abissor, dans les sujets qu'on pouvait aborder dans ces risques et résilience, la nouvelle donne post-Covid, il y a un point aussi sur les enjeux de développement durable, RSE. Expliquez-nous comment ça vient se mêler à tout ce dont on vient de parler. Alors, c'est un très bon point, effectivement. Dans les sujets d'actualité, au-delà du Covid, c'est vrai que ce qu'on peut voir tous les jours, c'est la transformation énergétique au sens large, la transformation des modèles socio-économiques. Et donc, toute entreprise actuellement et tout dirigeant se retrouve confronté à essayer de faire évoluer son organisation. Alors, tout cela a plusieurs impacts, puisqu'on va avoir de plus en plus la réglementation qui pousse à devoir fournir un certain nombre d'éléments sur des rapports sur le développement durable, sur la gestion sociétale de l'entreprise, entre autres. Donc, ça va appeler l'ESG au sens large. Oui. Et pour produire ces rapports, on va bien sûr avoir besoin d'informations qui sont extrêmement complexes pour l'instant à produire dans l'entreprise parce qu'elles proviennent souvent de multiples sources. Et vous l'avez justement dit, je pense que ça a été à plusieurs reprises. Il est difficile souvent d'accéder à l'information, on ne sait pas trop où aller. Et tout cela va générer une pression accrue, j'allais dire, sur des opérationnels pour essayer de comprendre ce qu'ils doivent faire, comment s'organiser, comment récupérer de la donnée pour faire le reporting, comment piloter finalement sa démarche de progression. Avec des process qui doivent être parfois plus lean, de nouveaux acteurs. Donc, par exemple, on parlait des tiers. Donc, pour revenir à nouveau sur les tiers, qui est un sujet qui me passionne, pour gérer ces tiers, il faut aussi savoir quelles sont leurs actions en termes ESG également, quels sont leurs scores. Donc on intervient par exemple actuellement chez Deloitte sur des scorings sur des portefeuilles d'investissement financier en lien avec les scorings ESG en fait, de ces différentes entreprises. Donc tout ça, on va voir que c'est de plus en plus prégnant dans les organisations. Et donc ça va induire à terme un certain nombre de risques, notamment des risques d'obtenir des marchés. Je n'aurai pas accès à un marché particulier si je ne démontre pas une capacité de score suffisant, donc des actions suffisantes dans mon entreprise sur mon engagement ESG. Et également, parfois, des accès au crédit qui seront plus limités et ainsi de suite. Et donc, on a maintenant une démarche où il faut aussi se préoccuper de manière plus importante de ces dimensions-là, en lien, de manière très liée avec la gestion des entreprises, mais bien sûr, en priorité avec la stratégie de l'entreprise. Françoise Laberne, oui, ces sujets-là où ils sont... Alors, c'est moins financier finalement, mais effectivement, c'est moins d'accès au crédit si on n'a pas... un jour ou l'autre, on va même chez le MH ou MH être embêté si effectivement on ne suit pas ces critères de AG qui sont parfois un peu complexes à suivre, mais on aurait des problèmes de crédit. Nous, on est plus sur la partie, financière, sur la responsabilité sociale. Donc, on a un rôle de responsabilité sociale vis-à-vis de nos fournisseurs. Et aujourd'hui, on travaille à la fois sur cette notion-là de vouloir donner sur des plateformes les fournisseurs auraient accès à leurs factures et pourraient escompter donc c'est de la supply chain financing au sens propre, mais on veut même une petite touche green, c'est-à-dire le donner aux fournisseurs d'approvisionnement qui sont... Et puis derrière, il y aura un engagement aussi demandé par les consommateurs aussi, de vos produits Motency. Tout à fait. Donc là, on est très... Alors, sur le développement durable, nous, on est moins engagés en tant que financier, on ne fait que constater. Là où on a un rôle, c'est sur la responsabilité sociale, et là, on a un vrai rôle vis-à-vis de nos fournisseurs. Et donc là, on peut agir à notre niveau.
au niveau financier. Et chez vous, Eric Gouy, chez Pierre Fabre, autour de... Alors j'ai mis tout ça un peu dans la même enveloppe, hein, les enjeux de développement durable, la RSE, mais oui, comme l'a fait Françoise, on peut tout à fait les traiter de façon différente. Alors écoutez, notre entreprise, de par son histoire, est extrêmement engagée dans ces enjeux de développement durable. Je voudrais juste rajouter que pour les financiers, il y a un sujet important à court terme, c'est que nos partenaires financiers notamment, hein, on ne fait pas ça pour ça, mais en tout cas, ça a un avantage, c'est que les partenaires financiers, toutes les banques, proposent aujourd'hui des financements verts, c'est-à-dire qu'ils sont adossés, en tout cas basés sur l'atteinte d'objectifs RSE. Et en fonction de ces objectifs RSE, eh bien, les conditions de financement de notre groupe sont améliorées. Je ne sais pas si vous saviez qu'on a aujourd'hui ce genre de produit. Alors évidemment, on n'est pas impliqué dans ces objectifs RSE seulement pour ça, hein. C'est juste pour illustrer que eh bien, le monde financier tient compte de ces progrès qu'on fait, notamment en termes d'émissions de CO2, de diversité, et d'autres éléments de notre RSE. Voilà, ça vient se rejouer. On arrive presque au terme de cette table ronde, de ce plateau Future of Finance. Un dernier tour de table, je vais démarrer avec vous, Ronan. On sait, on ne travaillera plus comme avant, il y aura plus d'interactivité, il y aura plus d'agilité. Il va falloir tout ce qu'on met derrière ce terme agilité. Il va falloir retrouver quand même une activité, entre guillemets, normale, mais normale par rapport à la situation incertaine. Donc je ne sais pas si normal est exactement le bon terme. Les process vont changer. Comment vous voyez ce futur proche là, se dessiner? Je suis le premier à répondre à ça. Ah oui, voilà, je vais démarrer par vous. Je pense que les entreprises sont en train de se préparer, comme on le mentionnait tout à l'heure. On regarde 2021 avec un peu d'espoir, je pense, en espérant que les choses vont redémarrer. Moi, ce que je vois, en tout cas, nous, en tant qu'éditeurs, il y a au niveau des pilotages des processus d'achat, il y a un investissement très fort qui est réalisé de la part des entreprises. C'est-à-dire, elles se préparent à gérer cette crise qui va continuer encore, on le sait tous. Alors, on ne sait pas combien de temps, mais en tout cas, la crise va durer, ça c'est sûr. Mais surtout, elles se préparent à l'après, déjà. Et elles savent pertinemment que la digitalisation ne va faire que s'accélérer. Donc, c'est un élément déclencheur, cette crise. Elles investissent aujourd'hui pour mieux vivre cette crise, mais surtout accélérer en sortie de crise. Pascal? Je serais tenté de dire qu'on va peut-être casser un peu mieux les silos dans l'entreprise, permettre aux gens de communiquer entre eux, donc on le fait déjà à distance, mais au sens de solution de GRC, c'est communiquer entre l'audit, le contrôle interne, les opérationnels, et qu'il y a un bon message, un bon référentiel commun de communication, et aussi auprès des commissaires aux comptes, leur montrer un petit peu que on suit quand même une couche réglementaire complètement digitale, et puis communiquer avec des tiers, quoi. Et je suis d'accord, laisser l'humain quand même au cœur du système, mais il faut un petit peu le digitaliser au sens où il a plus de facilité à mieux travailler chez lui, quoi, avec les enfants à côté, par exemple. Et Eric, justement, en guise de conclusion là, de cette table ronde, pour vous, retrouver donc une activité normale, donc on le dit, hein, des process qui vont changer. On parle d'automatisation, de digitalisation. Évidemment, là, on est lancé à pleine vitesse. L'humain, vous l'avez reprécisé au cœur de tout ça. Donc, comment vous voyez cet avenir proche? On est vraiment engagés tous dans une très forte digitalisation. Je voudrais juste dire un mot. On parle de Future of Finance. Pour moi, le Future of Finance, c'est aussi les jeunes diplômés qui sortent des écoles, qu'il faut pousser aussi vers ces filières de la gestion d'entreprise, qui à un moment ont été moins recherchées. Et pourtant, aujourd'hui, voilà, on se rend compte de l'importance de cette filière pour la survie de nos entreprises, hein, dans beaucoup de cas, et le progrès des entreprises. Donc voilà, je voulais simplement qu'on se rappelle de ces jeunes diplômés qui attendent devant nos portes pour nous aider. Et dont la vie est un peu compliquée, c'est vrai, même pour ceux qui poursuivent leurs études en ce moment. Françoise Zaberne, davantage d'automatisation, de digitalisation, ça va être pour partie, l'humain, enfin voilà. Oui, on est parti sur la digitalisation, mais comme vous le disiez, on garde l'humain. La digitalisation et l'intelligence artificielle, c'est pour faire moins de manuels, il faut avoir plus de conseils derrière. Donc, effectivement, le financier devient plus un communicant. Avant, on n'allait pas trop le voir, et aujourd'hui,
il a un rôle central et il doit aussi apprendre à communiquer sur les bons indicateurs. Parfois, on peut vous reprocher dans cette période-là de crise de vous dire « Oh là, moins de tests, moins de vérifications, il faut qu'on aille vite ». Vous avez eu ce genre de réflexion? Non, parfois, pas trop. Non, on a été plutôt venir nous voir. Merci. C'était plutôt merci. Merci des conseils. Ça nous a beaucoup aidé et ça nous aidera pour le futur pour continuer notre business. Parce qu'on est business partner avant tout et je pense qu'effectivement, avant, on n'osait pas trop aller voir les financiers, ça avait un côté passé, effectivement. Et aujourd'hui, ça a un côté plus prédictif et d'aide à la décision importante. Ça, c'est un point important de dire que... Et donc, effectivement, on prendra avec plaisir les jeunes qui viendront dans nos équipes et je pense que le rôle du financier a pris beaucoup de valeur et c'est important aussi. Et puis une valeur beaucoup plus transversale dans l'entreprise, qui n'est plus juste vu comme le maître des colonnes Excel ou des on fait toujours un peu d'Excel, mais beaucoup moins. Voilà, mais pour accompagner justement les business, accompagner comme chez vous, à la fois côté fournisseur que côté distribution. Grégory, la difficile tâche parfois de prendre les mots de la fin. Alors, on ne va pas faire une synthèse de tout ce qu'on s'est dit, mais il faut retenir. On a eu différents points qui sont sortis de chacun de nos intervenants. Alors, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est déjà la remise en question. C'est-à-dire que dans tous les échanges qu'on a eu ce soir, on voit qu'effectivement, on a un historique, une façon de travailler, une culture, et donc tout le monde la maintient. Par contre, on essaye tous de faire différemment. Et de marcher, de par cette crise, nous a tous poussés à nous remettre en question de manière un peu plus rapide. Ce que je vois en termes de mots très forts qui ressortent également de tous nos échanges, c'est cet aspect d'agilité, de flexibilité, on appelle ça un peu comme on veut, mais arriver à finalement trouver d'autres manières de fonctionner. Pour ça, l'appui sur les outils digitaux a été accéléré partout et s'accélère de manière très forte. Permettra bien sûr, on l'a dit, plus d'industrialisation et surtout un meilleur pilotage. Et c'est ça ce que je trouve vraiment intéressant, je reviens encore là-dessus, mais c'est vrai que la notion d'arriver maintenant à se dire, je prends de la hauteur, je désenglue un peu de mes processus, j'utilise toute cette donnée, on est à disposition. C'est embêté, j'allais dire, à digitaliser des process aussi pour ça. Et maintenant, j'arrive à prendre la hauteur, à piloter au sens large, comprendre là où finalement je dépasse un peu les bornes, les seuils, je ne suis pas à l'attendu. Et à ce moment-là, je zoome, je carotte et j'ai accès à l'information la plus fine. C'est ce qui est en train de changer la façon de travailler, de redonner un peu plus de pouvoir dans le contrôle des risques aux premières lignes de défense, tout en conservant ces deuxième et troisième lignes qui sont le contrôle interne et l'audit interne dans le jargon. Et tout ça, ça va nous permettre vraiment d'avancer. Donc je pense que tout le monde va actuellement dans le même sens. Moi, à titre personnel, j'en suis extrêmement ravi, travaillant dans ce domaine depuis très longtemps. Et en voyant ces évolutions, on sort un petit peu plus de l'exécution pour aller plus dans la réflexion et c'est extrêmement intéressant. Et puis, je ne sais pas si on aurait, il y a quelques années, fait une table ronde autour de la gestion des risques et de la résilience en parlant d'agilité. C'était peut-être pas un terme qui était forcément lié à cette profession, à cet univers. Merci à tous les quatre, donc Françoise Zaberne de Moët Hennessy, Ronan Kéroudan de Coupa, Pascal Gadea de Galvanize, Grégory Abissor de Deloitte, et puis Eric, merci d'avoir été avec nous à distance, Eric Gouy de Pierre Fabre. Alors, Future of Finance, ce n'est pas fini, ça continue, 100% digital. Rendez-vous à 14h, là, ne manquez pas ce rendez-vous à 14h, un face-à-face inédit entre Oracle et SAP. Et puis, si vous voulez continuer aussi l'expérience Future of Finance, c'est sur la plateforme sur laquelle vous êtes, www.futureoffinance.fr. Vous pouvez vous inscrire, notamment au benchmark meeting, pour découvrir les bonnes pratiques qui font peut-être partie, celles qui font partie de votre top priorité. Donc, tout ça, c'est sur la plateforme. Donc, et puis, vous allez voir, pouvoir bâtir votre programme sur mesure. Vous avez la main sur tout ce programme. Donc, en tout cas, là, on se donne rendez-vous 14h, ce débat inédit et sans tabou entre Oracle et SAP. À tout de suite.